Bienvenue. On a souvent tendance à voir l'indépendance comme la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Le but ultime. Mais voilà, pour l'un des plus grands penseurs du continent africain, ce n'était en fait que le tout début. Le début d'un combat bien plus grand et honnêtement beaucoup plus complexe. Et cet homme, c'est lui, Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana. Pour lui, la liberté, ce n'était pas juste une histoire de drapeau ou d'hymne national. Non, non. La vraie liberté, celle qui dure, exigeait quelque chose de bien plus radical, l'unité. Alors voilà le programme. On va d'abord décortiquer l'argument central de Nkrumah. Ensuite, on verra les menaces invisibles qu'il craignait tant. Puis, on analysera sa solution, une solution audacieuse en 3 piliers. On regardera aussi les obstacles sur sa route, pour finir par se demander quel est l'héritage de ce grand projet aujourd'hui. Alors, commençons par le cœur du réacteur. Pourquoi cette obsession, vraiment, pour l'unité ? Ce qui est fascinant, c'est que pour Nkrumah, l'unité, ce n'était pas du tout un idéal un peu vague ou sentimental. Non, c'était une question de survie. Il était convaincu qu'un État africain seul, même s'il est très fier de son indépendance, resterait fragile. Une proie facile, en somme, pour de nouvelles formes de contrôle. Plus subtiles, bien sûr, mais tout aussi réelles. Bon alors, c'était quoi ces nouvelles formes de domination? Nkrumah a identifié 2 dangers majeurs, 2 sortes de chaînes invisibles qui menaçaient de paralyser le continent à peine libéré. Le premier grand danger, c'est ça, le néocolonialisme. L'idée est assez simple en fait. Fini les administrateurs coloniaux et les soldats sur le terrain. Le contrôle se fait maintenant par l'économie, par la dépendance financière. On transforme des États qui sont indépendants sur le papier en simples États clients. Et comment est-ce que ce néocolonialisme fonctionne? Principalement par la balkanisation. C'est le bon vieil adage, diviser pour mieux régner. En morcelant l'Afrique en une multitude de petits États, souvent avec des frontières complètement artificielles, eh bien on les affaiblit. Ils deviennent tout simplement trop petits pour être viables économiquement. Et c'est là que tout se joue. Ces petits États, incapables de se développer par eux-mêmes, sont forcés de chercher des alliances économiques, des alliances politiques, en Europe. Et hop, la boucle est bouclée. La dépendance continue, sous une autre forme. La désunion africaine devient en fait la plus grande force des puissances extérieures. Face à ce constat assez sombre, Nkrumah ne s'est pas contenté de critiquer. Il a proposé une solution complète, un projet vraiment audacieux qui repose sur 3 piliers fondamentaux. Sa solution, c'est donc un triptyque. Une puissance économique intégrée pour financer cette indépendance, une défense commune pour la protéger et une diplomatie unique pour la faire entendre dans le monde. Voyons un peu comment ça s'articulerait. Alors, le pilier économique. Attention, il ne s'agit pas de simples accords commerciaux. Nkrumah voyait bien plus grand. Une économie continentale planifiée. Un marché commun pour que les pays africains puissent commercer librement entre eux. Une monnaie unique pour se défaire du contrôle financier étranger. Il faut imaginer un peu, le Ghana et le Nigeria qui s'unissent pour fixer le prix du cacao sur le marché mondial, au lieu de se faire concurrence. Et puis des projets gigantesques, comme le barrage d'Inga au Congo, qui pourraient électrifier quasiment tout le continent. Tout ça ne deviendrait possible que dans un cadre uni. Pour la défense et la diplomatie, le contraste est juste saisissant. D'un côté, un seul commandement militaire africain qui partage les coûts, la technologie. De l'autre, des dizaines de petites armées isolées. Sur la scène mondiale, c'est pareil. Imaginez le poids d'une seule voix qui parle pour tout un continent face à une multitude de petites voix bien plus faibles et faciles à diviser. Pour Nkrumah, c'était une évidence. La sécurité et l'influence ne pouvaient venir que de cette force collective. Maintenant, petit retour en arrière. Cette idée, d'où vient-elle? Parce que Nkrumah n'est pas parti de zéro. Il s'inscrivait dans un mouvement bien plus large, bien plus ancien. En fait, l'idée a germé au début du XXe siècle avec le mouvement panafricain. Mais le vrai tournant, c'est 1945, à Manchester. Ce congrès, co-organisé par Nkrumah lui-même, était différent. Il rassemblait des travailleurs, des syndicalistes, pas seulement des intellectuels. Et c'est là que l'idée a été formulée très clairement. L'indépendance nationale, ce n'est pas une fin en soi, ça doit mener à l'unité africaine. Dès l'indépendance du Ghana, Nkrumah a d'ailleurs mis ça en pratique, en formant des unions avec la Guinée, puis le Mali. C'était pour lui le premier noyau des futurs États-Unis d'Afrique. Mais évidemment, un projet aussi ambitieux s'est heurté à d'énormes obstacles. Des obstacles qui venaient aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du continent. Le principal problème, en interne, c'était une profonde division sur la stratégie. D'un côté, on avait le groupe de Casablanca, mené par Nkrumah. Eux, ils voulaient une union politique tout de suite, radicale, quitte à céder une partie de la souveraineté nationale. Et de l'autre, le groupe de Monrovia, plus nombreux, qui préféraient une approche pas à pas. D'abord, la coopération économique. Et surtout, on ne touche pas à la souveraineté absolue de chaque État.
2 visions, 2 rythmes et un projet paralysé. Et à ça, il faut ajouter d'autres forces, les puissances extérieures qui, bien sûr, n'avaient aucun intérêt à voir une Afrique forte et unie. Les ambitions personnelles de certains leaders africains pas très chauds à l'idée de céder leur nouveau pouvoir. La peur, très compréhensible d'ailleurs, de perdre une souveraineté qu'on venait à peine de gagner. Et même le marché commun européen, que Nkrumah voyait comme un outil pour maintenir l'Afrique dans son rôle de simple fournisseur de matières premières. Alors au final, que reste-t-il de cette grande vision ? Je crois que cette citation résume parfaitement toute sa pensée. Pour Nkrumah, il n'y avait pas de plan B. Face aux forces du néocolonialisme, face à la balkanisation, l'unité n'était pas un choix parmi d'autres. C'était la seule et unique voie possible. Son message, au fond, était d'une clarté limpide. L'unité, c'était le seul moyen de garantir une indépendance qui soit réelle, de libérer l'immense potentiel économique du continent pour le bien de ses peuples, et enfin, de permettre à l'Afrique de peser de tout son poids dans les affaires du monde. La question, elle, reste entière aujourd'hui. Cette vision audacieuse d'une Afrique unie, est-ce qu'on doit la ranger dans les livres d'histoire comme un beau rêve un peu idéaliste, ou est-ce que ça constitue encore un projet pertinent, une véritable feuille de route pour l'avenir du continent ? C'est la question que nous laisse Kwame Nkrumah,